Bonjour à tous, chers maîtres, chers collègues, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce panel consacré au diabète. Je suis professeur Maïmouna Ndour-Mbaye. Je dirige le centre de référence pour la prise en charge du diabète au Sénégal, le centre Marc Sankalé. Et je remercie vivement le professeur Awa-Marie Kolfek, ainsi que toute l'équipe d'organisation du Forum Galien qui m'ont fait l'honneur de me désigner comme modératrice de cette session aux côtés du professeur Peter Piot, qui m'a déclaré dès notre première entrevue, je suis infectiologue. En effet, il est même le co-découvreur du virus Ebola. Et je me suis tout de suite dit, à cette heure où on parle de double fardeau, maladie transmissible et maladie chronique, cette double modération par un infectiologue et par quelqu'un qui ne s'occupe que du chronique, justement, est la bienvenue. Professeur Piot, souhaitez-vous dire quelques mots avant que je ne me tourne vers le panel? Merci beaucoup, professeur Ndour-Mbaye. C'est un grand honneur de co-présider avec vous. Et comme vous l'avez dit, je suis infectiologue, microbiologiste, et on peut se demander qu'est-ce que vous faites ici. Eh bien, je suis ici parce que je suis convaincu que le diabète est un des tout grands problèmes de notre époque et et grandira en importance. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a 4 ans, c'était 4 ans, oui, j'étais au Forum mondial d'économie, le World Economic Forum à Davos, où il y a tous les grands PDG sont là, les présidents, etc. Et j'avais 2 fois par jour un petit show, comme on dit, pour parler des épidémies avec une grande carte du monde sur le mur du centre de conférence. Et donc, j'expliquais comment, voilà, le VIH, ça c'était avant le Covid. Et puis, j'avais une épidémie de mystère. Et je présentais comment cette épidémie se propageait par le monde. Et personne ne pouvait savait ce que c'était. Eh bien, c'était le diabète. Le diabète se répand comme une épidémie. On est déjà en plus d'un demi-milliard de gens qui ont le diabète dans le monde. Et contrairement à ce qu'on pense régulièrement, ce n'est pas un problème limité aux pays à haut revenu, mais c'est un problème où la majorité des personnes vivant avec le diabète se trouvent dans les pays à revenus moyens et qui ont souvent n'ont pas accès diagnostic au traitement. Et ça, c'est pas seulement un problème médical, mais aussi une grande injustice. Voilà, c'est pour ça que je suis ici et je suis très heureux que le Forum Galien ait mis le diabète à l'agenda. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, professeur Piot. Je rappelle que le professeur Piot est conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne, Bruxelles. Il est professeur de santé mondiale à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et il est président du conseil scientifique de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci beaucoup pour cette anecdote et ça me fait penser, on le dit depuis hier, que justement, il faudrait profiter de cette opportunité d'intégrer la prise en charge des maladies aiguës et des maladies chroniques parce que ça permettrait justement, des approches intégrées permettraient de faire bénéficier aux maladies chroniques comme le diabète de toutes les avancées qui ont été obtenues avec les maladies aiguës. Donc, professeur Piot, merci beaucoup. Et pour l'heure, nous allons nous intéresser à l'état des lieux du diabète en Afrique, mais surtout aux défis et aux perspectives. Et nous savons déjà que les défis ne sont pas spécifiques aux maladies chroniques, n'est-ce pas? On l'a dit depuis hier. Elles relèvent de problèmes structurels liés au système de santé, des problèmes d'insuffisance de ressources humaines, on en a beaucoup parlé hier, et aussi des problèmes qui sont liés aux patients. Et donc, pour débattre de toutes ces questions, nous avons ici aujourd'hui 6 éminents panélistes triés sur le volet qui ont accepté de venir partager leur point de vue et leurs expériences avec nous sur ces questions-là. Et je voudrais les présenter. Je vais, si vous le permettez, donc commencer par les femmes.
Nous avons le docteur Awambo Khan, qui est diabétologue, endocrinologue, présidente fondatrice et directrice de la clinique Medican, qui est une structure privée bien connue dans la prise en charge du diabète au Sénégal. Elle est également présidente d'honneur et membre fondatrice de Remédian, le réseau métabolisme, diabète et nutrition. Nous avons Madame Flora Salikova, qui est la directrice exécutive de Prometra International, une ONG internationale qui œuvre beaucoup dans la revalorisation de la médecine traditionnelle. Professeur Abdoulaye Leye, à ma droite, et lui également, il est professeur de médecine interne, endocrinologue, diabétologue, et professeur Abdoulaye Leye est également le chef de service de la médecine interne et de l'endocrinologie, diabétologie au CHU de Pikine. Nous avons également le professeur Jaco Redor Abodo, qui est le président de la Fédération internationale du diabète, région Afrique, chef de service d'endocrinologie, diabétologie au CHU de Yopougon. Nous avons monsieur Baye Oumar Gueye, secrétaire général de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques et également directeur général de la radio Sud FM, il est journaliste. Et enfin, nous aurons en ligne le professeur Dibachou, qui est de l'OMS et qui sera présenté ultérieurement par le professeur Peter Piot. Donc, je vais, si vous le voulez bien, d'abord m'adresser au professeur Abdoulaye Leye. Professeur Leye, pouviez-vous nous rappeler brièvement l'état des lieux du diabète en Afrique, le rôle de l'alimentation et surtout, en votre qualité d'enseignant-chercheur, nous parler des défis de la formation et de la recherche sur le diabète en Afrique? Merci beaucoup, chère grande sœur, professeur Maïmouna. Je voudrais, à l'entame de mon propos, tout de même profiter de l'occasion pour remercier le professeur Marie Polsec et toute l'équipe d'organisation de ce grand forum et de nous donner l'opportunité d'échanger, de partager sur ce fléau des temps modernes qui prend de plus en plus d'ampleur. Saluer également la présence de tous nos maîtres ici, ce qui dénote de l'importance qu'ils accordent à ce thème que nous abordons aujourd'hui. Il y a plusieurs thèmes que tu as bien voulu flécher, mais nous n'allons pas répéter ce qui est connu. Ce qui est connu, ce sont les éléments, le peu de données qu'il y a pour l'Afrique. Bon, on est à peu près à 30 millions de diabétiques à travers l'Afrique. D'ici à 2030, nous serons à 55-60 millions. On prévoit une progression de 129%. C'est la progression la plus importante et j'ose espérer qu'on ne va pas regarder les choses évoluer comme ça sans le freiner, là où la progression est à peu près de 20-30% dans les pays développés. Un autre fait important, c'est que en Afrique, eh bien, l'Afrique, c'est la première place ou c'est la seconde place des dépenses les plus faibles consacrées au diabète à travers le monde. C'est moins à travers le monde, c'est moins de 1% de toutes les dépenses liées au diabète. Et l'essentiel de ces dépenses, c'est consacré à des soins, à des éléments de prise en charge, à des médicaments. Simplement pour dire qu'en fait, si c'est moins de 1% et que c'est essentiellement consacré à des éléments de soins, éventuellement de diagnostic, nous n'avons pas de moyens pour faire de la recherche dans la règle de l'art. Un troisième élément qui est plus ou moins spécifique à l'Afrique que je voudrais peut-être souligner, c'est comme vous l'avez dit, eh bien, les infectiologues sont en train de régler plus définitivement ou de façon durable les maladies infectieuses, mais ils augmentent le pool de patients qui rejoignent le syndrome métabolique et les maladies chroniques. Et donc, ceux qui ne meurent plus du VIH, ben, ils vont développer un syndrome métabolique et devenir diabétiques. Cela veut dire que la population de cible va augmenter. Et puis peut-être un dernier élément épidémiologique particulièrement important, c'est que en Afrique, on considère, d'après l'OMS, qu'il y a au moins 50% des diabétiques qui ne sont pas diagnostiqués, 54% comme chiffre plus précisément. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire adresser un problème de santé publique, c'est connaître un nombre, c'est diagnostiquer le mal. Et si plus de la moitié ne sont pas connus, ça veut dire qu'il y a un travail extrêmement important à faire dans la sensibilisation et le dépistage systématique pour pouvoir
parler de stratégie de prévention que ce soit primaire, secondaire ou même peut-être primordiale. Juste donc pour glisser vers un aspect, un autre aspect des questions que tu as soulevées maintenant, c'est l'état de la recherche. Je pense que le premier élément, le premier point faible pour l'Afrique, c'est le manque de données probantes. Parce qu'on ne peut pas bâtir une stratégie de lutte à l'échelle de la communauté contre le diabète en ayant uniquement des données parcellaires à l'échelle hospitalière. Ce n'est pas possible. Évidemment, il y a à travers l'Afrique des efforts qui sont faits pour, dans le cadre de l'enquête, etc., pour avoir des chiffres. Mais là aussi, ça bute, quand on fait dans une analyse fine, ça bute sur les spécificités des populations, l'acceptation, la disponibilité des éléments de diagnostic. Et ce manque de données probantes-là est un premier élément auquel nous devons faire face. Donc, avoir des éléments, des éléments chiffrés et d'émailler vraiment tout le continent. Un autre problème un peu spécifique, si vous voulez, qui est un frein à la recherche, c'est que pour faire de la recherche, eh bien, il faut avoir des experts, il faut avoir des gens. Certes, pour le diabète, c'est la multidisciplinarité, mais il faut quand même qu'il y ait des praticiens qui voient les patients pour pouvoir dépister des choses, faire un suivi de cohorte. Et donc, un des gros défis, c'est de pouvoir former une masse critique à la fois de praticiens, de médecins ou de paramédicaux pour que toute la chaîne de prise en charge du patient, des patients diabétiques, puisse être assurée et avoir un moyen de relever sur des fichiers des éléments cliniques, paracliniques, pour qu'à long terme, sur des suivis de corps, on puisse faire des analyses pour avoir vraiment des données spécifiques. Parce que nous sommes exclus, on peut le dire, de toutes les, pas tous les plans de recherche, mais en tout cas, les plus grandes études n'incluent pas l'Afrique. Parce que nous n'avons pas de base de données patients spécifiques qu'on puisse proposer aux multinationales ou en tout cas à l'échelle internationale pour qu'on soit intégré. Et nous nous contentons d'extrapoler, de faire des analyses sur la sous-population de sujets noirs dans ces études-là pour dire voilà ce qu'on fait pour la corps. On sait que dans le cadre particulièrement du diabète, c'est quelque chose de particulièrement inadapté. Ça me permet d'aborder rapidement un dernier point que tu as soulevé, c'est la place de l'alimentation dans la prise en charge du diabète ou sa prévention. Pour dire déjà qu'en fait, dans le diabète, plus que dans d'autres pathologies, il faut une prise en charge holistique. Vous savez, comme on a beau parler peut-être de l'alimentation, mais c'est dans un tout. C'est l'activité physique, c'est la gestion du stress, c'est l'environnement, c'est véritablement un tout. Mais si on veut faire le focus sur l'alimentation, eh bien, je pense que même pour le diabète de type 1, parce qu'on a tendance à l'oublier, pour s'en sortir, pour la prévention secondaire, puisqu'après le diagnostic, on est maintenant, pour faire une situation, à l'insulinothérapie fonctionnelle. Mais tout ce qui est proposé comme support, le grammage, etc., quel est le plat africain de données ou de théorie dont on peut dire, voilà, il y a tant de grammes de glucides. Donc ça, c'est un défi. Mais on laisse le diabète de type 1, ils sont quand même importants, c'est une proportion qui prend de l'ampleur, on peut y revenir ultérieurement. Mais le plus important, c'est le diabète de type 2. Et là, c'est à toutes les étapes que la prévention primordiale, c'est démontré épigénétique, les couples qui viennent de se marier, qui prennent du poids, qui conçoivent un enfant, font le lit déjà du pseudo-métabolisme de l'enfant qui va venir. Tout passe par l'alimentation à cette étape-ci. Prévention primaire, les conditions sont installées. On continue quand même à essayer d'occidentaliser, à importer une façon de... Mais même si j'étais avec quelque part mon ami Aboudo hier, et ce qu'on a mangé, c'était pas ça, c'était à l'eau. Et il y en avait beaucoup. Et il y en a d'autres peut-être qu'ils font, mais on n'y réfléchit pas, on est dans la prévention primaire. Mais il faut bien qu'on puisse bien spécifier dans l'alimentation africaine qu'est-ce qui va réduire les calories, qu'est-ce qui va permettre de réduire le gras, qu'est-ce qui va permettre de lutter contre les facteurs favorisants, essentiellement l'obésité abdominale. Et ça, si on veut rentrer dans les détails, c'est quasiment évident qu'il y a à faire pour bien sensibiliser nos populations. Et quand on est dans la prévention secondaire, là aussi, le problème se pose.
Dans cette alimentation, il y a le sel, dans cette alimentation, il y a le gras, dans cette alimentation, il y a une certaine monotonie qui va faire qu'on est plus dans du glucide. Donc, il faut naturellement des études tout à fait, je ne dirais pas sérieuses, mais en tout cas bien poussées pour pouvoir, sur la base de ce que nous cultivons, de ce qui existe ici, nous adresser à nos populations spécifiques dans un profil bien spécifique. Ça nous ramène à la nécessité d'avoir le profil biologique, clinico-biologique de nos patients pour avoir les conseils d'alimentation adéquats dans la prévention primaire, dans la prévention secondaire et dans la prévention tertiaire, puisque quand même il y a une amélioration de la qualité de soins et de la longévité des patients diabétiques. Voilà ce que je voudrais dire en introduction à cette étape-ci. Si jamais après il y a des questions supplémentaires. Merci beaucoup, professeur Ley. C'est vraiment très intéressant ce que vous venez de nous dire. Absolument, vous venez de nous rappeler que l'Afrique détient 3 tristes records. Celui de la prévalence attendue la plus importante au monde, ici selon les experts, le record du taux le plus important de diabète non diagnostiqué, 54%, et également celui de l'investissement financier le moins important pour la prise en charge du diabète. Ça fait 3 choses qui font que, effectivement, le diabète en Afrique représente une véritable bombe à retardement. Et il faudrait, en tout cas, nos pays, là où on peut agir, vous l'avez dit, c'est dans la recherche pour avoir des données probantes pour pouvoir guider les politiques de santé publique, mais également investir dans la prévention, puisque ça, au moins, ça nous est accessible, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et là, tous les acteurs sont les bienvenus. Merci beaucoup pour ce rappel, merci pour cet état des lieux. Et je vais me tourner à présent vers le docteur Awambo Kane. Docteur Kane, je rappelle que vous avez mis en place une structure privée et que vous intervenez énormément également dans la prise en charge des patients. Vous avez également aidé à fonder le réseau métabolisme, diabète et nutrition qui réunit près de 400 professionnels de santé qui s'intéressent au diabète. Donc, dans la formation également, vous êtes présent et dans la prise en charge de ces patients. Docteur Awambo Kane, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous dire quel est le rôle pour le secteur privé dans la prise en charge des patients, dans la lutte contre le diabète, et également comment vous voyez la coordination des professionnels intervenant autour du patient diabétique afin de faciliter son parcours de soins? Je vous remercie, professeur Maïmouna Diombe, de donner la parole dans ce panel qui réunit d'éminents professionnels du diabète, mais également de maladies infectieuses. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier et féliciter Madame Eva-Marie Fonseca, présidente du Forum italien, pour cette belle œuvre qui se perpétue chaque année, et féliciter le comité d'organisation ainsi que le comité, et remercier le comité scientifique de m'avoir choisi pour ce panel, particulièrement mon ami le professeur Diop. Pour répondre à la question du rôle du secteur privé, je dirais que je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit mon ami le professeur Abdoulaye Diop, en disant que nous avons un problème au Sénégal de données. Effectivement, et que nous ne connaissons pas bien toutes les données liées au diabète, à la prise en charge du diabète. Et pourquoi nous ne les connaissons pas bien? Parce que nous faisons focus exclusivement sur des données hospitalières ou des données du secteur public, alors que le secteur privé joue un rôle considérable dans la prise en charge du diabète. On estime, des études en tout cas ont montré que en Afrique de l'Est, au Kenya par exemple, environ 58 à 60% des patients vont se soigner dans le secteur privé. Au Nigeria, c'est de l'ordre de 55%. Au Sénégal, on est environ, selon les études, entre 49 et 51%. Donc, la part du secteur privé de la santé dans la prise en charge globale
de la maladie, quelle qu'elle soit, est importante quand on sait donc que environ 50% des demandeurs de soins vont satisfaire leurs demandes dans le secteur privé. Sur le diabète à proprement parler, on n'a pas de chiffres qui puissent nous dire, bon, ben, voilà, ce que c'est, il n'y a pas, ces données, en tout cas, n'existent pas. Mais je pense qu'on peut extrapoler et s'imaginer que ça doit être à peu près la même chose. Avec ceci quand même que le diabète est une maladie au long cours. Et sur toute la durée de vie du patient, le patient va évoluer d'un secteur à l'autre, du secteur privé au secteur public. Il va aller là où les soins, la prévention, les conseils, les recommandations, l'écoute aussi, rencontrent son adhésion. Et quand il voudra quelque chose de plus innovant, il va changer, il va aller d'un autre côté. On appelle souvent ça malheureusement le tourisme médical, mais en réalité, c'est peu faire cas du fait que c'est une maladie au long cours d'abord, et du fait qu'en fonction des étapes de sa vie, de ce qu'il apprend, de ce qu'il entend, de ce qu'il vit au quotidien, le patient a besoin aussi de se faire d'autres idées, de voir de confronter les recommandations, les actions pour choisir. Et si le secteur privé de la santé est si dynamique, eh bien, peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à lui reconnaître une place qui doit être celle d'une place au niveau de la définition même déjà des politiques. La définition des politiques de santé se fait rarement avec l'implication des secteurs privés nationaux sanitaires. Et c'est un enjeu extrêmement important puisque la moitié de la population se soigne là. C'est un enjeu extrêmement important puisque en matière d'innovation, en matière de qualité des soins, en matière aussi de présence, de proximité, le secteur privé quand même a été un appui considérable au secteur public de la santé. Alors, cette dichotomie qui existe, vous l'avez bien dit à Maïmouna, nous avons mis en place un réseau qui s'appelle le réseau Métabolisme Diabète Nutrition, qui à l'origine est parti de médecins privés, qui a été par bonheur rejoint par vous-même et par un certain nombre de nos confrères ici présents, eh bien, et qui est d'un dynamisme considérable, parce que cette collaboration, justement, cette émulation aboutit à des formations importantes qui sont utiles pour l'ensemble du pays, qui maillent le territoire national au Sénégal. Le réseau Métabolisme Diabète Nutrition a ainsi maillé un petit peu tout le pays, des zones où il n'y avait pas de diabétologues. On a formé, donné des bourses. Donc, je pense que cette différenciation du secteur privé et du secteur public est quelque chose qui est devenu, disons, obsolète, qui relève de mythes qu'il faut maintenant savoir dépasser. La coordination, c'est le maître mot pour la prise en charge du diabète. La coordination de l'ensemble des spécialistes qui travaillent autour du diabète, la formation de diabétologues, mais également de paramédicaux. Car il ne faut pas oublier le rôle éminemment essentiel que jouent les paramédicaux dans la prise en charge des patients diabétiques. Plus encore même que les diabétologues, ils sont présents auprès des membres. La formation aussi de patients experts qui peuvent venir de l'association sénégalaise des diabétiques ou des associations de patients experts en éducation thérapeutique, de patients experts qui vont dire, eh bien voilà, dans tel domaine, je propose ceci, je propose cela.
Je crois qu'il faut à la fois le maillage territorial est une chose importante, la coordination des actions est une chose très importante, et la coordination des actions ne se fait pas seulement autour du diabète et des spécialistes de ces complications, mais elle doit également se faire à la base, c'est-à-dire au départ. Je vois notre ami le professeur Galaïssad dans la salle et je lui tendrai la main en lui disant que les 1000 premiers jours ont de l'importance. Il en parle souvent et beaucoup. Eh bien, les 1000 premiers jours, on doit pouvoir réunir un ensemble de personnes, de médecins, de spécialistes qui prennent en considération l'évolution du bébé, déjà au moment de sa conception ou peu après, au 4e mois, jusqu'aux 1000 jours terminés, dans le sens d'une bonne prise en charge sur le plan nutritionnel, sur le plan affectif, et cela, ça doit être mis en relation avec les spécialistes du diabète, car le diabète est une maladie qui explose, vous l'avez dit, hein, professeur, une maladie qui explose et on doit s'y prendre tôt. Et s'y prendre tôt, c'est déjà s'y prendre au moment de la conception. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Awambo Kane. Le dynamisme du secteur privé est en effet à saluer et vous avez raison d'insister sur la place que ce secteur privé doit tenir dans la définition des politiques publiques. C'est l'occasion d'ailleurs de se féliciter de tout ce qui a été fait au Sénégal, de vous féliciter, de féliciter le professeur Ley également pour tout ce que vous avez fait en termes de formation des professionnels de santé, que ce soit dans le cadre de la SOCEDIOR, le diplôme d'endocrinologie, diabétologie qui a été mis en place avec le professeur Ley, et vous-même vous félicitez pour le Remédiant, justement, qui réunit tous les professionnels de santé qui s'intéressent au diabète et qui permet de créer cette émulation dont vous venez de parler. Les maîtres mots, vous avez raison, c'est la coordination. Coordination, c'est le partage d'expériences. C'est ensemble que nous arriverons à lutter contre cette maladie parce que l'objectif final, c'est de créer, d'aboutir à des systèmes, des services de santé qui soient accessibles, qui soient abordables, qui soient de qualité et qui soient équitables. C'est ce qu'on cherche et ça ne se limite pas justement seulement aux services de soins. Il y a également l'accès aux médicaments. Et ça, là, je me tourne vers Madame Flora Salikova, directrice exécutive de Prometra. Madame Salikova, pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous votre expérience? Quels sont les points forts et les points qui seraient à améliorer d'après ce que vous venez d'entendre de nos deux premiers panélistes? Quelles sont, selon vous, les principales possibilités d'action multisectorielle? Parce qu'on l'a dit, toutes les parties prenantes sont les bienvenues dans cette lutte contre le diabète en Afrique. Madame Salikova, vous avez la parole. Wow. Merci, professeur Ndoumbaye, pour cette question très pertinente. Donc, je voudrais d'abord, avant de répondre, si vous me le permettez, de vous féliciter pour l'organisation de ce forum et vous remercier pour l'invitation de Prometra que j'ai l'honneur de servir ici aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, en Afrique, nous devons comprendre que l'adage qui dit « la santé est la base de tout développement » doit être ancré dans nos actions politiques, éducatives à tous les niveaux. Nous devons à la réalité de reconnaître qu'en matière de santé, beaucoup de nos pays utilisent exclusivement les produits de la médecine exogène. Et après 60 ans d'indépendance, c'est préoccupant. C'est la raison pour laquelle nous préconisons la possibilité d'éducation, de formation à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au post-universitaire, d'une part, et d'autre part,
organiser des séances d'information, d'éducation, de communication sur un thème que l'on pourrait appeler, par exemple, pour ce thème ici, ce serait sur le diabète. Donc, pour le thème sur le diabète, on pourrait l'appeler la santé dans l'assiette. Il reste évident qu'ici, que l'attention doit être particulièrement axée sur le diabète. Pour faire passer ces messages, aussi bien au niveau communautaire que dans les villages les plus reculés, il faut utiliser des agents IEC les plus appropriés. Quand je dis agents IEC, c'est information, éducation et communication. Si l'OMS reconnaît que 80% de la population du sud du Sahara s'adresse aux guérisseurs pour leurs problèmes de santé, mais aussi pour recevoir leur éducation de la santé, il reste dès lors évident qu'il suffit de leur donner la petite information, la bonne information, afin qu'ils puissent devenir les meilleurs messagers s'ils ont les bons messages. Ces messages au niveau IEC auront trait, d'une part, à comprendre les bienfaits des méthodes culinaires, mais aussi l'efficacité de certaines plantes en matière de prévention. Au niveau pluridisciplinaire et multisectoriel, il faut encourager la recherche collaborative sur la base d'une confiance réciproque et d'un respect mutuel. Ceci permettra de faire des découvertes dont la protection permettra d'impulser un développement endogène. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Salikova. Vous rejoignez un peu ce que disait le professeur Ley en matière de prévention axée sur, vous avez cité l'exemple de l'alimentation, l'IEC. Il faut effectivement sensibiliser nos populations parce que ces populations ont une grande part dans la prise en charge de cette affection. De plus en plus, dans toutes les affections chroniques, on parle de patient-centered approach, donc une approche centrée sur le patient, parce que ces patients ont un rôle crucial dans leur propre prise en charge, mais également dans cette sensibilisation dont vous venez de parler. On parle de patients experts dans la prise en charge de certaines affections, et c'est bien de l'avoir rappelé ici, donc le rôle de l'IEC. Ça nous permet justement d'aborder la question du rôle de ces patients dans la prise en charge du diabète. Et je voudrais à ce moment passer la parole à mon co-modérateur, le professeur Peter Piot, pour peut-être présenter les panélistes suivants. Voilà. Merci beaucoup à M. Ndoumbaye. Et comme l'a souligné hier à la cérémonie de remise des prix du prix Galien, comme l'a souligné Madame la ministre d'État, une collaboration étroite avec les communautés, avec les personnes affectées est primordiale pour aborder les problèmes de santé. Pas seulement en tant que patient, mais aussi même pour améliorer nos approches. Et donc, je suis très heureux que ce panel aussi inclut Monsieur Baye Oumane Gueye, président de l'Association des diabétiques du Sénégal, mais qui était également journaliste. Donc, c'est encore un exemple où on peut profiter de son expérience, aussi bien comme personnes affectées par le diabète que en tant qu'expert de communication. Et donc, ma question est, surtout dans ce deuxième domaine, selon vous, Monsieur Gueye, quel type de communication devrait-on privilégier, surtout au niveau communautaire, pour plus d'efficacité dans la lutte contre les maladies non transmissibles? Et comment faire pour mieux prendre en compte les déterminants de la santé, surtout l'approche de la santé dans tous les secteurs, pour améliorer la lutte contre le diabète en Afrique? Voilà, merci beaucoup. D'abord, vous me permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier la ministre d'État Eva Marie-Bonsec pour cette invitation. Il n'est pas très facile de déplacer un journaliste le matin, de surcroît un diabétique, et ça m'a beaucoup fait réfléchir avant de venir.
mais j'ai pas encore une fois à me poser des questions quand il s'agit de Madame Eva Marie Colsec, parce que j'ai eu une très bonne relation avec elle quand elle fut ministre de la Santé et de l'Action sociale. J'en parle avec beaucoup d'aisance parce que en elle, on avait trouvé une disponibilité, mais surtout une maman qui était toujours proche des populations. Et c'est pour ça que le mot communauté revient largement dans vos différentes communications. Justement, c'est pas pour nous un hasard, parce que Eva Marie Colsec a été une femme aux côtés des communautés. À chaque fois qu'il y avait un événementiel qui touchait les associations, quelle que soit l'heure, elle se déplaçait pour venir à côté des patients célébrer la manifestation. C'est en cela que nous lui devons ça, mais aussi du point de vue de la prise en charge de qualité, elle a été l'une des ministres, quand je parle d'une, je mets la caractéristique femme, qui s'est le plus donnée du point de vue de l'organisation, avec la mise en place de la direction des maladies non transmissibles, dans laquelle logeait le bureau diabète, avec un budget qui était alloué aussi dans le cadre du plan national de lutte contre le diabète. Ces deux points me paraissaient tellement importants qu'il était important d'en parler. Et vraiment, nous lui remercions et ne cessons de lui dire un grand merci pour ce qu'elle a fait dans le cadre de la lutte contre le diabète. Alors, pour revenir à la question, je campe d'abord le sujet en parlant de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique par un décret présidentiel. Et ce décret présidentiel nous donne cette caractéristique de travailler dans le cadre justement de l'utilité publique avec des fonctions dévolues à une association comme celle que nous menons. Alors, oui, les types d'approches communicationnelles. J'en relève trois. Le premier type, c'est une approche personnalisée. Le diabétique, c'est d'abord privé. Il a besoin d'être entendu, d'être écouté, mais surtout d'être accompagné. Et cette approche personnalité garde l'identité du diabétique. La deuxième approche est une approche importante parce qu'elle est événementielle, ce seront les événements. Et nous avons, nous, dans le cadre de l'association, des périodes de tours, on les appelle tours, parce que chaque mois, un diabétique invite tous les membres de l'association chez lui, dans sa maison, pour passer un moment de discussion, de partage, de convivialité. Et la troisième approche personnalisée, événementielle, qui est une approche de communication digitale. De communication digitale, c'est l'utilisation du portable dans la transmission de l'information. Et deux points nous semblent importants. Le premier point, c'est que le diabétique, du point de vue organisationnel, peut, au niveau de la structure, être orienté par la direction de l'hôpital pour le respect de son agenda médical, les rendez-vous et autres. Et à chaque fois que le diabétique a besoin de toucher le médecin, donc c'est une relation dynamique. Et cette approche nous semble importante et nous l'avons expérimenté dans le cadre également de M-Diabète. M-Diabète nous a permis de développer de la transmission des informations, d'abord sur le plan médical, mais également avec M-Ramadan, nous avons pu envoyer des messages de sensibilisation et d'éducation en amont comme en aval et durant tout le mois, et les résultats étaient probants sur le plan scientifique. L'association a mené une enquête qualitative et quantitative et qui a montré que 98% des diabétiques étaient d'accord pour recevoir ces messages et être accompagnés durant ce mois.
Sur le plan scientifique, il y a une enquête qui a été menée par l'équipe de Marc de Sankale et qui a démontré des résultats probants, mais vous pourrez y revenir. Voilà en tout cas des approches qui sont des approches sur le plan aujourd'hui moderne avec la digitalisation. Mais là où c'est intéressant et que vous avez parlé tout à l'heure d'experts malades, c'est justement l'intelligence artificielle. Avec le professeur Ndiaye de l'hôpital Abbas Ndao, il a été mené une expérience où, à partir d'une simple photographie portable, il était possible de participer du point de vue préventif avec l'implication du patient dans la prise en charge de qualité, justement, du diabétique. Et je pense que de ce point de vue, il y a encore à améliorer parce que dans le cadre de la formation, de l'éducation, beaucoup de choses peuvent être faites, d'autant plus que la pénétration du portable au Sénégal est tellement importante, c'est 98% en termes de taux de pénétration du portable avec une qualité de bande passante. L'un dans l'autre, je pense quelque part que nous avons des approches communautaires, une approche personnalisée, événementielle, dynamique et qui peut contribuer à l'amélioration de la prise en charge du diabète. Alors, pour la deuxième question, les déterminants. Les déterminants de la santé, vous les connaissez mieux que moi. Vous avez les déterminants sur le plan génétique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Mais je vais insister sur le plan social. Pour moi, le déterminant social participe à l'amélioration de la qualité de vie, parce que si on rejoint la définition de l'OMS en termes de bien-être en parlant de la santé, je pense que de ce point de vue, c'est important de comprendre que lorsque vous avez la pauvreté dans nos pays en développement, vous avez à combattre les inégalités sociales pour qu'enfin déboucher sur l'équité sociale, ça permet aux diabétiques de pouvoir tenir compte de tous les segments pour une maladie spécifique comme le diabète, qui est transversale, une approche holistique comme réponse. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous devons combattre le diabète, il ne faut pas seulement insister sur l'aspect médical. Oui, c'est important que la prise en charge soit de qualité. Oui, c'est important que le sous-diagnostic soit relevé comme défi. Oui, c'est important que le diabétique soit accompagné, mais ce qui est important aussi, c'est que le diabétique est un tout. Il faut qu'il se développe et l'autonomie doit être la finalité. C'est pour ça qu'on conclut en disant de l'assistanat vers l'autonomie. Et vous me permettez de terminer en parlant du diabète pour justement rendre hommage à des hommes qui se sont battus dès le départ. Je vous parlais du professeur Ahmed Moustapha Sow. L'école de Dakar a été une école réussie parce qu'il y avait une combinaison bilatérale entre le diabétique et le médecin. Nous avions des mercredis et tous les mercredis, nous n'allions pas à l'école. Nous étions au centre antidiabétique en phase avec nos médecins. Et justement, cette cohésion et cette coordination dans le traitement faisait du diabétique un patient autonome, mais aussi un patient sûr qui pouvait mener sa vie sans trop de complications imputables à la maladie. Je me tenais de lui rendre hommage aussi au président Youssouf Ndiaye, qui est un président émérite, qui a été président du Conseil constitutionnel, mais qui s'est battu pour la reconnaissance du diabète comme maladie sociale en attendant, parce que ce n'est pas encore terminé le combat, ce n'est pas encore bouclé. Et justement, nous avons entre nos mains cet héritage que nous devons garder. Et j'en termine là en vous remerciant. Grand merci, monsieur. Et vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'on appelle dans ma langue maternelle néerlandaise ervaringsdeskundige, ce qui veut dire un expert d'expérience. Et on a des experts médicaux, épidémiologistes, tout ça, mais vous avez bien exprimé ce que vous apportez. Et moi, je propose qu'on parle plutôt de personnes vivant avec le diabète que de patients. Et parce que c'est de vivre, c'est comme les personnes vivant avec le VIH, c'est quelque chose à vie, ou avec l'épilepsie,
et d'autres maladies chroniques. Et ça rend ça donne une perspective positive aussi, parce qu'on vit avec le diabète. On souffre parfois aussi, mais maintenant j'ai le grand plaisir d'inviter prendre la parole le professeur Jacques Orador Abodo, qui est venu spécialement d'Abidjan pour nous rejoindre et qui est le président de la Fédération internationale de diabète, région Afrique. Le professeur Abodo, pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives globales sur le diabète en Afrique et qu'en est-il de l'engagement des patients et de leurs associations et comment le FID encourage-t-elle cet engagement? Merci d'être parmi nous. Merci, professeur Piotr, de me passer la parole. Alors donc, permettez-moi justement de rendre aussi hommage à Madame la présidente du comité d'organisation, Madame la ministre d'État, et tout son staff de cet honneur qu'ils nous font de nous inviter ici. Et puis remercier également la délégation ivoirienne avec à sa tête Madame le doyen, notre doyen du FR, notre directrice, et puis notre maître, le professeur Diop et tous ses élèves qui sont ici présents. Et bien entendu, saluer tous les autres membres du panel. Alors donc, vous l'avez dit, j'ai été élu au niveau de l'IDF Afrique depuis décembre 2022. J'ai un mandat de 2 ans et demi pratiquement. J'ai fini en avril 2025. Et ce mandat, je l'ai placé sous le sceau de 3 aspects particuliers. Je ne reviendrai pas du tout sur l'état des lieux qui a été fait, qui semble assez sombre du reste, mais il faut dire aussi que beaucoup a été fait en Afrique, dans beaucoup de pays. Permettez-moi également de rendre hommage à un de mes aînés, le professeur Nabi Baldé, qui était président 2 sessions avant moi, qui en est décédé, que son âme repose en paix, et puis tous ceux qui sont ici décédés. Donc, j'ai voulu mettre sous le sceau de ce mandat d'abord l'aspect de la prise en charge. En ce qui concerne la prise en charge du diabète en Afrique, les uns et les autres en ont parlé à satiété, il y a le problème du registre. Et vous avez vu qu'en ce qui concerne l'ensemble des maladies chroniques, les pays en développement, notamment les pays africains, manquent de façon criarde de registres de soins. Donc, les données sont disparates. Nous avons toujours les évaluations qui sont extrapolées en termes d'épidémiologie, que ce soit la prévalence, l'incidence et même les complications. Donc, nous ne pouvons pas faire des projections en termes de plaidoyer clair. Donc, nous avons commencé à mettre en place un registre pour les pays francophones et anglophones. Nous avons commencé déjà par les pays francophones. Le registre du diabète de type 2 qui sera bientôt disponible. Et puis, nous allons commencer à partir de janvier à commencer à recruter les patients. Nous allons envoyer pour ce faire des courriers à tous les directeurs des programmes des différents pays africains qui sont concernés. Alors donc, dans ce volet prise en charge, ce registre doit être également associé à l'organisation des soins. Et pour cela, nous sommes en train de poursuivre le lobbying de nos prédécesseurs à travers notamment les principaux programmes d'octroi d'insuline, notamment le programme CDIC et Life for a Child. Nous espérons qu'ils vont se développer davantage pour que la plupart des patients diabétiques puissent bénéficier de la gratuité d'insuline. Parce que, vous le savez, l'insuline, qui est une hormone essentielle, ne devait pas être marchandée pour les patients diabétiques. Et je parle bien entendu sous le sceau de la couverture maladie universelle, dont vous connaissez mieux que moi dans le cadre des objectifs de développement durable, pour les MNT essentiellement, qui doivent courir jusqu'en 2030. Malheureusement, seulement peut-être 1 sur 20 des pays africains sont concernés pour l'instant par la couverture maladie universelle avec des bénéfices un peu également disparates. À côté donc de cette prise en charge que je ne pourrais pas détailler compte tenu du temps qui nous est imparti, je voudrais revenir sur la formation. En ce qui concerne la formation, il y a un programme en Afrique du Sud pour les anglophones et puis il y a 2 ou 3 programmes en Afrique francophone. Le premier programme d'Abidjan depuis 2007. Ensuite, il y a eu un programme au Mali qui était un peu à vocation sous-régionale en 2015. Et puis, le professeur Boulalé, le 3e programme depuis 2018 pour la prise en charge j'allais dire, la formation pour le 2S d'endocrinologie
associés au diabète et aux autres maladies métaboliques. Donc, les prestataires commencent à être de plus en plus nombreux. On peut s'en féliciter et on espère que cela va s'accélérer. Alors, nous sommes à côté donc, des guidelines que nous allons mettre en place pour accompagner la prise en charge, surtout des médecins généralistes. Nous sommes également en train de développer des guidelines pour l'éducation des patients experts. Et ce programme, nous l'avons débuté il y a pratiquement 1 mois. Et donc, je voudrais encore, à travers cette tribune, solliciter tous les présidents d'associations de toutes les régions africaines que nous avons bien voulu, à l'occasion de notre gouvernance, à la tête de l'IDF, les subdiviser en 4 vice-présidents, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, la région Sud et l'Afrique de l'Est, avec près de 400 participants, patients experts, qui pourront, bien entendu, les mois et années à venir, essayer d'éduquer et de former l'ensemble des diabétiques, si tant est qu'ils arrivent à travers ces registres, bien entendu, de pouvoir répertorier tous ces patients. En ce qui concerne le registre, il s'agit du registre du diabète de type 2. Il faut féliciter l'équipe d'Afrique de l'Est, dirigée par le professeur Kaushik Ramaya, qui est très avancé dans le registre du diabète de type 1, qui est beaucoup plus, qui est moins contraignant et qui est assez avancé. Alors, je voudrais aller également sur le volet de la prévention. Et c'est toujours intéressant de raconter son anecdote. Comment est-ce que je suis arrivé aux associations? Jeune interne, puis assistant des hôpitaux au CHU de Yopougon, à Abidjan, je me rendais compte que les patients diabétiques étaient de plus en plus nombreux et ils ne savaient pratiquement pas à quel sens se vouer. Donc, il m'est arrivé comme ça d'aller mettre en place une structure dans un petit village. Et cette petite structure dans ce petit village m'a permis de mettre en place une dizaine de cliniques du diabète réparties dans les principales régions de la Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une quarantaine d'unités de prise en charge du diabète sur l'ensemble du territoire. Et à travers ce programme que nous avons mis en place en pratiquement 2-3 ans, soutenu bien entendu par le ministère de la Santé, qui nous a permis également de réduire le taux d'amputation du diabète, des pieds diabétiques chez les diabétiques, et puis bien entendu de dépister le diabète au cours de la grossesse, nous a permis d'arriver donc à la tête de l'IDF Afrique. Donc ce programme, nous sommes également en train de le ventiler à travers des capsules de sensibilisation, des programmes de dépistage rapide, et puis bien entendu que les associations dans chaque pays puissent fédérer. En Afrique, généralement, les associations se créent souvent sous les émotions, mais cela ne suffit pas. Il faut que ces associations soient fortes, il faut que ces associations soient organisées, et nous avons donc préconisé dans le cadre de ces associations qu'elles se mettent en fédération. Il ne sert à rien dans un pays qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 associations qui travaillent en vase clos. Il faut que ces associations puissent fédérer et être efficaces pour avoir un plaidoyer commun. Pour que le coût de l'insuline baisse, pour que l'insuline soit gratuite, il faut que ces associations puissent véritablement travailler ensemble. Et puis, je voudrais insister sur le dépistage dans le cadre préventif du diabète au cours de la grossesse. Si on veut réduire l'incidence du diabète et les projections qui font de plus en plus peur, qui vont passer de 2023 à près de 500 millions de diabétiques, à près de 745 millions de diabétiques en 2045, donc en l'espace d'une génération, si on veut être efficace sur la réduction de l'incidence et la prévalence du diabète, notamment de type 2, nous avons proposé 2 solutions qui sont en cours d'être mises en œuvre. La première solution, c'est de dépister le diabète chez la femme enceinte, notamment à partir du 6e mois, donc entre 24 et 28e semaine. Donc, en dépistant le diabète au cours de la grossesse, on peut, dans le cas du suivi après l'accouchement, réduire de façon significative dans le temps l'incidence du diabète chez la femme, quand on sait que la femme représente pratiquement 50% de la population dans les différentes régions. Deuxième élément, c'est ne pas de faire l'éducation des diabétiques de façon isolée. Lorsque vous avez répertorié un diabétique, il faut faire le dépistage et l'éducation du diabétique et de toute sa famille. Et c'est ça le diabète de type 2. Le diabète de type 2 n'est pas une maladie isolée, c'est une maladie chronique.
Parce que le diabète de type 2 est associé dans près de 50% des cas à une hypertension artérielle. Il est associé à une maladie rénale chronique, associé à toutes les complications micro- et macro-angiopathiques des maladies cardiovasculaires. Donc, en mettant l'accent sur la prévention, le dépistage et l'éducation des personnes qui sont déjà diabétiques ou des personnes saines, on peut arriver à réduire l'incidence du diabète et donc faire mentir les projections qui sont programmées dans le temps. Donc, en ce qui concerne les patients diabétiques dans les différentes régions africaines, nous sommes en très bonne symbiose à travers donc, cette formation sur l'éducation et puis bien entendu en leur demandant d'augmenter la gouvernance dans les différentes régions pour que lorsqu'on se retrouve, on puisse avoir des registres, non seulement des prises en charge du diabète, mais également des registres de dépistage du diabète. Et ces registres de dépistage du diabète vont permettre, à travers les actions avec le gouvernant, d'avoir un impact positif sur les données pour la couverture sanitaire universelle. Donc, je ne veux pas être trop long. Voilà quelques ébauches de solutions que je voulais apporter, sans oublier que nous avons d'autres programmes également qui sont en cours que nous ne pourrons pas développer ici, compte tenu de très peu de temps qui nous reste à parler. Merci, professeur Piotr. Un grand merci, professeur Abodo, parce que vous venez d'aborder aussi des solutions, des approches pratiques pour avancer, faire du progrès, aussi bien dans le domaine de la prévention que de la prise en charge et l'implication des associations. Now, I don't know whether we have the connection with South Africa, with Professor Debashis Basu. Oh, all right. Very nice to see you, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Oh, okay, great. So we're very happy that you can join us. It's my last visit. I was in when I was in South Africa. It was very striking how in my own field in HIV that we have now so many people who are also suffering from diabetes. And so, Professor Basu, you're at the Steve Biko University Hospital and the University of Pretoria as the head of public health medicine. What do you think about the social determinants of health to improve the fight against non-communicable diseases? And what role can health promotion play in the fight against diabetes? Over to you, Mr. Basu, Professor Basu. Thank you, Professor Piotr. It's a pleasure to join you, and I'm really sorry that I could not join you physically, and I'm looking forward to these deliberations and listening to my previous colleagues. So I'm just going to use a few slides to talk through this process. As you mentioned, and I'm glad that Professor Piotr that you have a HIV expertise, and our continent is faced with the challenge HIV-associated morbidities, and diabetes is one of them. We talked about the SDG 3, which is reduce mortality and morbidity associated with NCDs. And this is a major challenge because if we don't talk about social determinant and comorbidities, we cannot manage this process. This slide actually just illustrates the challenges associated of managing the diabetes, like aging, innovation, climate change, urbanization, rising costs. And I think my previous colleague mentioned lastly about the citizen's voice, which is extremely important. And I should not overemphasize the role of the urbanization. The 10% of the people, the population over 8 by 2050, and that 71% of the day will be responsible for this. And lastly, looking at the slums, which is one of the major challenges. You mentioned about the social determinants of health, and my argument here is that 75% of the people are living in the people with the diabetes living in the cities. So if we talk about the social determinants and diabetes, cannot talk without talking about urbanization. And this is our major challenge.
of managing the world city. So I'm just going to make certain recommendations just to address the issues of social determinants. Firstly, we should use the step method so that we should not have any excuse not to screen for diabetes because it is the pandemic in our continent. We should address the key issues of diet and lifestyle. My colleagues mentioned it. We should improve the monitoring and activities to enhance the alternative medicine, which is practiced by many people in our continent. We should address the potential complexities, which my colleagues mentioned, and particularly you mentioned, Chair, about the comorbidities with the infectious diseases. I think my previous colleague mentioned about the use of technology, the mobile medicine. I mean, I'm glad that we have esteemed endocrinologists in the panel, and you probably agree that nowadays with the technology, we can bridge those barriers, the access to the healthcare, which is the major social determinant issues with the mobile medicine and use of the technology. And lastly, I think my colleague mentioned the chair of the Diabetic Federation in Africa, that the shared decision-making with the patient and communities. We cannot, as clinicians, take those type of decisions. Some of the research recommendations I would suggest that we should actually have a consensus score for SDH definition and matrices so that we can address them with the diabetes. We should address the specific stage pathways and impacts on the different population, especially the vulnerable, like the migrant population. We should prioritize a next generation of research which target SDH as a root cause of diabetes and inequalities. My previous colleague mentioned about the dissemination and implementation. The communication issue is extremely critical in that regard. And lastly, I think it is not easy to do research on SDH and diabetes. And I think we should develop robust methodologies to address those issues. I think we in my center, along with the WHO regional office, we developed courses on prevention of diabetes. And I think it is very important that we should push that course. I mean, besides the cure of diabetes, the clinical courses, I think we should also talk about prevention at all levels, from primordial, primary, secondary, tertiary prevention. The intervention and standardization of implementation research is quite critical because the availability of the medication across the continent, major issue. The behavioral intervention become a major issue in that regard, and we actually need to address that. I think you mentioned about the health promotion. We realize the health promotion, both at the individual and community level, become a major challenge. In my last comments about it, the health in all policies should be a major importance. We should look at the whole of health systems approach, whole of healthcare, and lastly, the social care is a very important. Because our motto should be, we should not leave anybody behind. Thank you, Professor Pio. Over, back to you. Thank you very much, Professor Basu, for bringing this holistic and public health perspective, which is, I think, what we need, and also for being concise and really to the point. Maintenant, so we have to close the session because we are already the time, mais je ne vais pas essayer de résumer tout ce qui a été dit. Je voudrais remercier ma coprésidente, professeur Ndoumbaye, et tous les panélistes qui étaient extrêmement clairs, je dois dire, et to the point, comme on dit en anglais. Et je voudrais faire 3 points. Primo, je crois qu'il faut utiliser le mot. Nous faisons face à une véritable épidémie, même pandémie, une bombe à retardement, comme a dit ma coprésidente, et que l'Afrique sera le continent le plus touché dans l'avenir. Et donc, ça devrait vraiment être un moment d'alerte ici. Deuxièmement, que les approches, aussi bien en prévention qu'en prise en charge, nécessitent une approche multisectorielle, multidisciplinaire, et avec l'implication des communautés et, comme j'ai dit, les personnes vivant avec le diabète
en fait, nous allons vers des sociétés vivant avec le diabète. Il y a déjà des pays où 20-30% des adultes ont le diabète. Et troisième point, moi, je trouve que c'est le moment de réfléchir comment créer un mouvement pour mettre le diabète à l'agenda politique, pour que toutes les mesures nécessaires qui ont été vraiment très bien résumées atteignent les gens et vont vraiment sauver des vies et rendre la vie des gens vivant avec le diabète et ceux qui l'auront et qui sont à risque auront une meilleure vie. Voilà, un grand merci à tout le monde et je crois qu'ici on peut terminer. Oui. Les organisateurs nous font savoir que nous avons encore 15 minutes pour d'éventuelles réactions des auditeurs, si vous voulez bien. S'il y a des questions, on a encore pour 15 minutes. Peut-être que quelqu'un dans l'organisation peut aider à prendre une petite liste rapidement. S'il vous plaît, Nabou. Nabou? Allons-y, d'accord. Donc, je ne connais pas les... je vois professeur Gallo-Diop devant, oui. Madame, oui. Professeur Sanogo, très bien, oui. Oui. Adam. Oui. Derrière professeur Sanogo, oui. Menti. Oui, allons-y. Docteur Saré, excusez-moi, docteur Saré, oui. Et puis derrière, Mrs. Perkins, Dr. Perkins, Professor Perkins, and the last one. Yeah. Pardon? Paul. Et une toute dernière. Oui. Alors, nous demanderons justement que ce soit des questions très brèves parce que c'est pour 15 minutes pour tout le monde. Oui. Votre nom? Jain. Voilà, nous allons donner la parole donc au professeur Gallo-Diop pour sa question. S'il vous plaît. Ou contribution. Oui, c'est juste pour vous dire qu'au cours des travaux du comité scientifique, Madame le ministre avait beaucoup insisté pour que ce ne soit pas un débat scientifique et que les malades, les familles, la société soient bien présentes. C'est pour ça que ça a été organisé de cette manière. La deuxième chose, un complément par rapport au docteur Aombaoukan. Vous avez présenté comme venant du secteur privé, mais c'est le secteur privé citoyen, Aombaoukan, et en même temps la présidente de Action citoyenne pour la santé, qui va dans les écoles, qui rencontre les femmes, qui vont dans la bourse pour faire des consultations, des conférences. La première chose que je voudrais dire, on l'a dit jeudi matin, tant que nous ne ciblons pas les 1000 premiers jours, tant que nous ne ciblons pas la première décennie de vie, nous allons concrétiser ces projections malheureuses et nous allons vers un échec. C'est le neurologue qui parle au cours de la grossesse. Quand le liquide amniotique est imprégné de sucre, vous avez un enfant, c'est ça qui explique qu'un enfant naisse avec une obésité dès sa naissance à 4 ou 5 kilos. Après, il y a des circuits neurobiologiques qui installent le sucre de manière très forte et définitive dans les 10 premières années, ce qui va être compliqué de détacher. Il faut que l'on s'asseye. Ce qu'on avait dit à Saint-Louis avec le docteur Martin de la diaspora qui s'implique dans cette affaire-là, que ce soit le diabète, l'hypertension, l'obésité, si nous ne nous concertons pas avec les pédiatres, les syndromes métaboliques, pour déterminer et dire à l'État, il y a des choses qu'on doit interdire, il y a des choses avec lesquelles on doit discuter avec les industriels, qu'on doit éduquer les mamans, travailler avec les instituteurs dans les écoles primaires. Maïmouna et chers amis, si on ne fait pas ça, nous allons forcément vers un échec
dans la lutte contre les maladies non transmissibles. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup pour cette excellente contribution, professeur Gallo Diop. Je pense que nous avons bien pris note, mais c'est quelque chose que les diabétologues, les cardiologues, justement, gardent à l'esprit et nous ne manquerons pas de travailler un peu plus là-dessus. Professeur Sanogo? Voilà, bonjour. Merci pour toutes les interventions. Je suis d'accord avec le professeur Piotr qui dit qu'il faut qu'on fasse un mouvement et qu'on parle de personnes vivant avec le diabète. Et dans ce mouvement, pour avoir les données, j'aimerais nous inviter à faire des enquêtes ethnopharmacologiques pour voir les habitudes des patients, des personnes au niveau communautaire et arriver à faire une cartographie un peu du diabète et des habitudes alimentaires et des plantes alimentaires qui sont souvent aussi des plantes anti-diabétiques. Et il est important aujourd'hui de combattre l'automédication et que dans cette collaboration, on tienne compte. Et le docteur Mbokan a dit du secteur privé. Et sachez que dans le secteur privé, il y a le secteur privé traditionnel. Il y a les tradipraticiens de santé. Il y a des idées sur le diabète. Et on dit on traite le diabète. Et c'est vrai, on traite le diabète quand on normalise la glycémie, mais il va falloir qu'on communique avec les tradipraticiens que c'est une maladie métabolique et que ce n'est pas une normalisation qui s'arrête, qui fait arrêter et qu'il faut faire attention aux habitudes. Et donc, il faut agir sur cette question de prévention parce que nous, aujourd'hui, on a mené des enquêtes au niveau des patients. Les patients, plus de 60% dans notre étude, utilisent les plantes antidiabétiques associées aux antidiabétiques. Et donc, nous avons fait une supplémentation intégrée, notamment du moringa. Et là, nous voyons qu'il y a un intérêt du point de vue clinique, un intérêt du point de vue biologique sur le stress oxydatif, sur le bilan lipidique, mais également la prévention des complications. Donc, il va falloir que dans le mouvement, on en tienne compte et que nous puissions vraiment faire un usage intégré des plantes alimentaires dans la lutte. Merci. Merci à vous. Merci à vous, professeur Sanogo. Excellente remarque. Je pense que la directrice de Prometra, vous aurez de longues discussions avec elle. C'est très intéressant, effectivement. Adam, c'est vous? Oui, bonjour, Adam Selamnia. Je suis intervenu le premier jour au Forum des jeunes. Je voudrais revenir sur un aspect, si vous me permettez, j'avais parlé lors de la formation de l'université des patients. C'est quelque chose qui a été mis en place en France depuis 2010 par le professeur Catherine Turet-Turgis, dont je pense qu'il serait intéressant de s'inspirer. À ce jour, seule l'université de Casablanca Mohamed VI est partenaire de cette université des patients qui forme des patients experts. Donc, peut-être, au lieu de réinventer la poudre, on peut s'inspirer de modèles. Et à ma connaissance, je parle sous le contrôle du professeur Peter Piotr, je ne connais pas d'autres modèles dans le monde qui aient poussé aussi loin la formation des patients experts. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est en réponse à l'éminent professeur Gallo Diop. Il se trouve que moi, je viens plutôt du monde de l'intestin et donc de cet axe maintenant cerveau-intestin et plus particulièrement du microbiote, cet organe oublié. Et on commence à voir de plus en plus d'évidence. Les médecins sont encore un peu en retrait par rapport au microbiote intestinal, mais justement, je pense que c'est un champ d'exploration pour l'Afrique aujourd'hui de pouvoir se positionner sur ces études, sur l'impact du microbiote, les changements alimentaires que ça induit et de pouvoir explorer cette voie comme étant une possible voie pour aller trouver de nouveaux marqueurs, peut-être de nouvelles solutions avec des pré ou des probiotiques préexistants en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Menti, c'est vous? Le micro, s'il vous plaît, oui. Merci, cher maître. Je suis Mendy, étudiant à l'UFS Sciences Médicales de Bouaké. J'aurais une question pour le professeur Abdoulaye, notamment dans le cadre du problème du registre de soins des patients diabétiques de type 2.
Notamment, ma préoccupation tourne autour du fait du problème du secteur public. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le clivage important des patients au fur et à mesure des années du secteur public au secteur privé dans leur prise en charge? Est-ce que cela est dû au déficit au niveau de la qualité des soins? Est-ce que cela serait dû au manque du personnel soignant ou bien au manque d'équipements de recherche contribuant à l'étude de prise en charge du diabète? Merci. Merci beaucoup, cher ami, pour cette question dont je n'ai pas la réponse, puisque c'est un constat qui est fait, mais de façon apparemment évidente, il n'y a pas d'étude sur ça. C'est qu'un patient qui est dans le secteur public, c'est généralement quelqu'un qui a des ressources limitées. Et généralement, ceux qui ont les moyens de ne pas aller faire la queue dans le secteur public, ils vont dans le secteur privé. Maintenant, deux raisons au tourisme hospitalier. Dr Mbokan l'a abordé, c'est qu'il y a certaines spécialités ou certains besoins, il ne l'a pas dans le privé, il va dans le public, ou il ne l'a pas dans le public, il va dans le privé. C'est une raison pour faire vice-versa. Ou alors, il y a une progression dans son statut économique. Il était riche, il est devenu pauvre. Il était pauvre, il est devenu riche. En tout cas, c'est quelque chose de fluctuant. Et en fonction des ressources, ben, il va aller à un endroit à un autre. Ça, c'est juste un peu de façon triviale. Mais on a parlé de registre et de données probantes. Je voudrais profiter de l'occasion pour donner une expérience de ce qui se passe actuellement, qu'on est en train de faire. Nous avons, à terme, en ce moment, potentiellement recruté 4800 personnes vivant avec le diabète à travers 16 pays avec des médecins généralistes qui sont dans un diplôme de spécialité à formation totalement à distance, qui sont installés. On a fait une seconde promotion, une cinquantaine encore, vous voyez, 10 000 patients. Au bout de 5 ans, on se retrouve avec peut-être 50 000 patients potentiellement. C'est comme ça qu'on peut aller vers le registre puisqu'il y a un formulaire de recueil de données et tout ce qu'ils vont apprendre la première année, ben dans la deuxième année, ils vont rechercher les complications. Mais la chose la plus importante, c'est que tout personnellement, quand on a posé la question, enfin, en termes de travail personnel des étudiants, qu'est-ce qui, dans votre environnement, amène du sucre dans l'alimentation de vos patients? C'est-à-dire qu'on était censé corriger les travaux personnels, mais j'ai passé de plus de mon temps à apprendre ce qui se passe au Bénin, au Togo, et avec des expériences vraiment extraordinaires sur ce que font les patients et ce que font les praticiens dans ce dont ils disposent dans l'environnement. Et c'est une richesse qui est là. On n'a pas besoin finalement de créer. Il faut aller faire l'enquête pour donner la parole aux patients et aux praticiens pour voir quel est l'existant et partir de ça pour formuler des choses, mais plutôt ne pas importer des recettes toutes faites qui ne peuvent pas forcément s'adapter. C'était juste une petite digression par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Docteur Sané a la parole. Docteur Sané. Sinon, Mrs. Saré. Saré. Merci beaucoup. Je commencerai par remercier nos brillants panélistes pour leur brillante communication. C'est de véritables éclaireurs, disons. Moi, je voudrais surtout revenir sur le problème de la prévention. En effet, le diabète, on l'a vu, c'est un problème de santé publique. Mais la prévention, à mon avis, fait un tout petit peu défaut. Et quand on fait la prévention primaire, il faudrait passer par la communication. En sachant que nous avons des réalités africaines, on s'adresse souvent avec des pesanteurs traditionnels, donc à des populations qui sont souvent analphabètes, en tout cas jusqu'à 60% en ce qui concerne le Sénégal. Et donc, il faudrait qu'on puisse au moins élaborer une stratégie communicationnelle adaptée à nos populations. Sinon, elles sont inaccessibles. Et on voit bien que maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aussi les professionnels de santé désertent les plateaux. Ils laissent, disons, l'espace médiatique aux praticiens. On voit par exemple dans certaines par exemple, plateaux télévisuels qu'il y a absence de professionnels de santé. Il y a les praticiens qui souvent ne véhiculent pas la bonne information et qui désinforment même la population qui, du fait de leur analphabétisme, sont aussi enclins à bien percevoir leur message. On est absent. On est absent des plateaux télévisés. Il faudrait qu'on puisse inventer une stratégie communicationnelle adaptée à nos populations quand on sait qu'elles sont analphabètes. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci, Dr. Sarré. Mrs. Perkins. Merci. Je m'appelle Kathleen Perkins avec MCD Global Health, mais je ne parle pas français, maintenant je voudrais anglais, which I think I've proven. Thank you all for your comments. I'd like to say that the final speaker said a lot of what we know in public health about diabetes and the importance of health promotion in prevention. I would also like to speak, though, as someone who has lived with diabetes for 18 years and ask that you not blame the mothers. My mother did not have diabetes. She did not feed me badly. She did very well. Every single person on my father's side of the family had diabetes and died from some related complication. There is a genetic element to diabetes that is not just about what your mother eats and what she feeds you as a child. She can do it perfectly, and you can still end up with diabetes. But there are interventions that work, and as the advocate said, intervening with the individual and customizing the response to that individual can make it work, and can make it work very well. There are interventions that we have developed and utilized which have shown themselves to be successful, including training our community health workers in nutrition so that they can go into their communities and teach the families with, this is the food that you normally make. This is how you make that food a little more healthy. This is how you make that food better balanced. There are apps that we can use where we document our food that tell us what we've ingested, and we can use that to monitor ourselves and to keep ourselves healthy. So for 18 years, now I take 1 pill a day. Everything else is diet and exercise. There is no insulin. And that is because of the good education and the health promotion and the customized responses of the health promotion and interventions. Thank you very much, Mrs. Perkins. Very important to remind us that it is very important to focus on this public health response that has to be customized to the patient. Paul, c'est vous? Bonjour, je suis Paul Noubissi, étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Les interventions des différents professeurs ont répondu à la majorité de mes questions, mais par contre, il me reste une question pour Monsieur Omar Gueye. Vous avez parlé de la possibilité d'avoir une approche personnalisée, événementielle, qui est une approche digitale qui consiste à donner des informations via le téléphone, partager des informations de cette façon-là. Et vous avez dit que le Sénégal est un pays qui est très connecté. Moi, je voudrais savoir si vous étiez dans un environnement où il n'y a pas ces connexions-là, comment vous devrez gérer ces différentes approches-là? Parce que je vois depuis, en fait, on parle beaucoup d'IA, d'applications et tout, mais il y a des pays et il y a des zones où des personnes ont besoin d'avoir ces informations-là, mais n'ont pas les moyens d'accéder à ces différentes technologies-là. Pour ces personnes-là, comment, en fait, il faut faire pour gérer cette communication-là? Merci. Merci pour la question. Je pense que dans le cadre du ciblage, le Sénégal a été le premier pays choisi par l'OMS et l'UIT, Union des technologies de l'information, UIT. Et c'est dans ce cadre-là que le Sénégal a effectivement expérimenté cette expérience. Alors, ce que vous dites est vrai. Il y a des zones où il n'y a pas de portable, de pénétration. Alors, nous avons une association qui a des antennes régionales dans toutes les régions du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle les mots MOTS, soit les mots MAUX. C'est-à-dire quand l'information est divulguée, à la place de l'information par le portable, il y a ce qu'on appelle l'utilisation de la radio. Il y a des bandes annonces et ces bandes annonces sont utilisées par les associations locales. Et ces associations locales, quand on envoie le message, par exemple, au président, je donne l'exemple de Tambacounda, le président de Tamba prend le message et va voir le médecin-chef de région. Et à partir de ce moment, ils organisent des rencontres avec la communauté. Et à partir de ce moment, ils partagent ces informations au plan local.
C'est-à-dire que l'information est ciblée et donnée par une personne directement et cette personne organise le partage de l'information au niveau communautaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est comme ça qu'on utilise parce que nous avons encore une fois des antennes, c'est des structures locales. Et ces structures locales permettent d'utiliser l'information et quelqu'un l'a dit et l'a si bien dit parce que j'ai beaucoup insisté sur le caractère de l'ignorance. Le véritable combat qu'on doit mener, c'est le combat contre l'ignorance. Et justement, ça nous permet quoi? L'ignorance est différente. Quand vous parlez de scolarisation et l'analphabétisme, il faut faire la différence. La plupart de nos malades sont alphabétisés. Et s'ils sont alphabétisés, il y a des canaux et ces canaux sont utilisés pour le partage de l'information au niveau local. Merci beaucoup, Bayomar. En bref, utilisez tous les canaux possibles de communication. On a une dernière intervention de la part de Gina, c'est ça? Oui, quelqu'un avait levé la main. Thank you. My name is Regina from the University of Ghana Medical School. So I'd like to say I'm really honored to be here, to be in the midst of great intellect in this program. In the past few days, we've established one thing, and that's the major risk factors about this, concerning these non-communicable diseases. We've established that cigarette smoking, tobacco smoking, physical inactivity, alcohol intake, and unhealthy foods are major risk factors. And I'm saying what I'm going to say because I believe there are great people here who could help us solve some of these things from the top, because most of these problems could be solved from the top level, especially about the unhealthy foods. If you ask around, you get to realize that there are some people who really want to eat healthy foods. They know that you're supposed to take more fruits and more vegetables than the processed foods. But you go to the markets, and then it looks like the healthy foods are very expensive. Very expensive. And most people would like to eat to be satisfied. So if I know that I'll need 10 cedis to buy, let me say, I'll need 530 CFA to buy, let me say, 10 fingers of banana. But then I could use that same money to buy a lot of processed foods, a lot of unhealthy foods that could last me for probably the whole day, like 3 square meals. But I'll take this banana for just one time, and that is all. Definitely, I'll buy the processed foods. So I believe, in as much as most of these risk factors are lifestyle-related factors, we could also help people. Maybe some people will not be able to afford this healthy fruits and vegetables. So let us reduce the cost of the fruits and the vegetables so that those who really want to eat these foods can actually really get to eat it. Thank you. Thanks to you. Merci vraiment beaucoup à tous. Professeur Piot, je pense que nous venons d'avoir un excellent panel, pas seulement par la qualité vraiment des prestations de nos panélistes, mais également on a parlé de patients experts, on avait un public expert en matière de diabétologie et tous ensemble, nous avons rappelé l'importance de la communication, de l'intégration, de la mutualisation, de la collaboration et de l'innovation pour la prévention et la prise en charge de cette affection. Merci beaucoup, merci à toute l'organisation et nous vous redonnons la parole pour la suite. Seynabou, merci.